webinaire. Donc, ce webinaire, oui, donc, dans le cadre de la mission Handipac, j'excuse Madame Isabelle Chavot, directrice territoriale du FIP, qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Et puis, je remercie Monsieur le frappeur du LN et Monsieur Fiselier qui vont animer ce webinaire sur le handicap dans la fonction publique. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans le questions-réponses. Voilà. Très bien, oui, donc voilà, merci Fleur. Et comme Fleur le disait, il y a l'onglet questions et réponses, Q&R, qu'il est préférable de privilégier pour poser des questions à Florent, qui répondra tout au long de la présentation. Et on verra à la fin si certaines de ces questions méritent de s'y attarder un peu plus longtemps que d'autres, les réunir, etc. Voilà, donc aujourd'hui, on va pendant 1h30 parler du handicap dans la fonction publique avec ce sous-titre, c'est mesures de compensation et d'accompagnement, puisque une personne en situation, un agent en situation de handicap dans la fonction publique, dans les 3 versants, voit son état de santé compensé pour pouvoir parvenir à cette égalité de droit avec les autres agents de la fonction publique et bénéficie dans ce cadre-là de plusieurs mesures d'accompagnement. Alors, la première notion sur laquelle repose l'intégralité de cette notion de compensation et d'accompagnement de l'emploi, c'est celle de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Et bien entendu, on va d'abord voir les règles juridiques qui mettent en place ce régime de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, le toilettage dont elles ont été gratifiées par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique auquel ils sont assujettis, et par quoi se traduit cette obligation d'emploi et qui peut y être intégré. Ensuite, on verra tous les dispositifs qui permettent aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les BOE, je vais parfois utiliser ce mot de BOE pour bénéficiaire de l'obligation d'emploi, si ça vous va. Donc, on va voir ensuite tous les dispositifs qui permettent aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi de bénéficier d'une compensation de leur handicap et d'un accompagnement tout au long de leur carrière, de leur recrutement à leur radiation des cadres, en passant bien entendu par leur avancement et l'aménagement de leurs conditions de travail. Gaëtan, vous parlez de la loi de transformation de la fonction publique, mais cette obligation d'emploi n'est-elle pas définie par le Code du travail à l'origine? Alors oui, effectivement, Fleur, vous avez raison, elle l'était, mais elle ne l'est plus complètement. Et c'est la loi de transformation de la fonction publique qui a modifié ces éléments. Donc c'est l'article 90 de la loi du 6 août 2019, la loi de transformation de la fonction publique, qui a modifié cette référence. Avant, c'était le Code du travail qui définissait le bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Désormais, la loi du 13 juillet 83 s'est enrichie d'un chapitre 5 qui porte le même titre que celui du Code du travail réservé aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ce titre-là, c'est celui que vous voyez là, de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés. C'est donc les articles 33 à 40 qui proposent ce chapitre 5 du statut. Donc, le statut a donc pris son indépendance avec le Code du travail, avec l'intervention de la loi de transformation. Effectivement, c'est ça, il a pris en quelque sorte son indépendance avec le Code du travail et a permis d'introduire certains éléments. Donc, les articles 33 à 40, il parle de cet assujettissement de l'État et des employeurs publics qui comptent au moins 20 agents. Il définit aussi le calcul du taux d'emploi, les missions du FIPHFP, ainsi que les contributions employeurs qui seraient versées par les employeurs publics au fonds, au FIPHP. Alors par contre, il y a toujours une obligation qui demeure, un renvoi direct au Code du travail, et c'est celle qui est présentée à l'article L 5212-2 du Code du travail, qui permet de définir que tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la proportion minimale de 6% de l'effectif total de ses salariés. Donc, c'est donc bien le Code du travail qui garde en quelque sorte la compétence pour définir ce qu'est l'obligation d'emploi. Alors, c'est ça, c'est que la définition, elle demeure celle de l'article L 5212-2 du Code du travail,
mais ces conditions d'application, elles étaient déjà prévues par le décret du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et qui renvoyait notamment à l'article L323-8-6-1 du Code du travail, consacré à la création du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et à l'obligation d'emploi dans la fonction publique. Et le décret du 9 avril 2020, donc assez récent, hein, a introduit dans la réglementation les références directes aux nouveaux articles du titre 1 du statut, ce dont on a parlé précédemment, et à supprimer celles qui renvoyaient aux dispositions de l'article que je viens de citer, l'article L323-8-6-1 du Code du travail, et qui donc ne fait plus référence à ce texte-là. Et par ce texte, hein, par le décret du 9 avril 2020, qui a modifié le décret du 3 mai 2006, le réglementateur il a également fixé les différentes règles, hein, ça a été un toilettage, mais il a aussi fixé des règles différentes de délai à laquelle la loi de transformation de la fonction publique renvoyait à un décret d'application. Donc en particulier, hein, les 2 délais qui s'imposaient aux employeurs publics en ce qui concerne la date de dépôt de la déclaration et la date de comptabilisation de leurs effectifs. Donc, si je comprends bien, la loi de transformation a surtout toiletté le statut en matière de handicap. Exactement, c'est ça, c'est que pour la forme, on peut dire que le statut, il a pris, comme vous l'avez dit juste avant, son indépendance sur le Code du travail par la loi de transformation et par le décret d'application du 9 avril 2020. Et on pourrait même considérer que le statut, il a choisi de s'emparer de lui-même de tout le régime juridique lié au handicap dans la fonction publique, donc de toiletter, mais en plus de prendre un peu son autonomie par rapport au Code du travail. Et cette obligation de 6% que l'on connaît déjà tous, qui concerne-t-elle? Est-ce qu'elle ne s'applique qu'aux agents titulaires de la RQTH? Alors ça, c'est une grande question, parce qu'en général, on peut faire quelques petites erreurs là-dessus. Effectivement, les agents RQTH sont bien des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais d'autres catégories d'agents de la fonction publique peuvent revêtir cette qualification de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. On va avoir notamment les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui justifient d'une incapacité permanente partielle et qui sont titulaires d'une rente. D'ailleurs, c'est l'article L5212-13 à cet égard-là, hein, du Code du travail, prévoit que bénéficient de l'obligation d'emploi les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui ont entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et qui sont titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale. Par contre, le nouveau 2 de l'article 34 du titre 1 prévoit que, outre les personnes mentionnées à l'article L5212-13 du Code du travail, sont pris en compte aussi pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les agents qui bénéficiaient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 du titre 2 et puis des articles qui correspondent pour les autres versants de la fonction publique, donc notamment l'article 80 du titre 4 pour la fonction publique hospitalière. Et ces articles-là ne font pas référence à un taux. Par conséquent, un fonctionnaire bénéficiaire d'une ATI de moins de 10% peut être bénéficiaire de l'obligation d'emploi. C'est une chose à laquelle il faut penser. La deuxième catégorie de bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont les agents victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui justifient de cette incapacité-là. On a également les titulaires d'une pension d'invalidité, bien entendu. Cela, j'imagine qu'on connaît tous la procédure des titulaires de pension d'invalidité. Et puis, on reviendra à la fin, hein, sur la radiation des cadres au titre de l'invalidité, bien sûr. Ensuite, on a en quatrième point les victimes de guerre ou de missions de secours auxquelles sont ouverts les emplois réservés au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Alors, je ne les ai pas tous cités dans la slide, ces victimes de guerre auxquelles sont ouverts les emplois réservés, mais on peut les citer rapidement. C'est tous les invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité, les victimes civiles de guerre, de terrorisme, les sapeurs-pompiers volontaires, les victimes d'un accident ou atteintes d'une maladie professionnelle, victimes d'une atteinte à l'intégrité physique, d'une mission d'assistance à personne en danger. Et il y en a plusieurs, et le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les répertorie tous.
On va avoir également les titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité. Alors, une petite précision sur cette carte mobilité inclusion quand même, c'est l'article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles qui le prévoit. Elle est délivrée par le conseil départemental et selon la mention qui y est portée, elle permet d'obtenir différentes priorités d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces, les files et salles d'attente, dans les salles qui accueillent le public ou bien aussi en matière de stationnement. Et les mentions sont diverses. Peut être invalidité, priorité, stationnement pour personnes handicapées. Ces mentions peuvent être cumulées. Et celle qui ouvre la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, c'est la carte mobilité inclusion qui porte la mention invalidité. Ensuite, on va avoir une dernière catégorie, c'est les titulaires de l'allocation adulte handicapé qui sont aussi inclus dans cette catégorie de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors peut-être une précision sur la hache, c'est une aide qui est concédée après avis de la MDPH, de la Maison départementale des personnes handicapées, sous réserve de l'incapacité de l'agent, de son âge, de sa résidence et de ses ressources. Et à titre d'exemple, si jamais l'agent n'a aucune ressource, ou l'individu n'a aucune ressource, le montant de son AAH sera de 902,70 € mensuels. Donc, il y a potentiellement de nombreux bénéficiaires de l'obligation d'emploi et pas seulement les RQTH. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne RQTH est un BOE, mais qu'un BOE n'est pas nécessairement RQTH? Exactement, c'est ça. D'ailleurs, être bénéficiaire de l'obligation d'emploi permet de bénéficier d'un accès à l'emploi, d'être intégré dans les 6%, etc., comme on vient de le voir juste à l'instant. Mais être RQTH, titulaire de l'AH ou encore d'une carte mobilité inclusion concerne d'autres droits, d'autres régimes juridiques, ça donne droit à autre chose qui ne sont pas nécessairement les mêmes que la BOE. Donc effectivement, on peut dire qu'un RQTH est un BOE, mais qu'un BOE n'est pas nécessairement un RQTH. Et c'est donc ce qui me permet une transition vers les modalités de recrutement dont bénéficient les BOE. Si bien entendu, cette introduction est suffisamment claire pour vous et nous permet d'envisager la suite de manière sereine. Très bien. Merci Gaëtan. Voilà, on va pouvoir voir les modalités de recrutement. Justement, au sujet des modalités, au sujet de ces modalités de recrutement, l'accès à la fonction publique est soumis à conditions d'aptitude. Comment peut-on le recruter alors que l'accès à la fonction publique est soumis à conditions d'aptitude? Alors, c'est une grande question, parce qu'effectivement, c'est une question qu'on pourrait tous se poser. C'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap, a priori, ne remplit pas forcément les critères stricts d'aptitude. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'intéresse? C'est une question dans notre génération, à notre époque plutôt. On ne se pose plus cette question-là, mais c'est quand même philosophiquement une question qu'on pourrait se poser. Alors, c'est une question qui va venir irriguer l'ensemble de cette présentation, mais concrètement, au-delà de toutes les questions qu'on pourrait se poser, il y a plusieurs règles qui permettent d'envisager ces modalités de recrutement malgré la situation de handicap. Ce sont des mécanismes de compensation, comme je le disais au début, qui permettent aux agents de remplir les conditions d'aptitude. C'est en quelque sorte de la discrimination positive. C'est ça, exactement, ces mesures de compensation, voire même d'incitation, puisque c'est aussi ça, qui vise à aboutir à une véritable égalité de fait en recourant à la création d'inégalités de droit. C'est une discrimination, mais elle est faite pour inciter et pour parvenir à cette égalité de droit. Elle est donc légale et positive. Alors, le terme de discrimination positive peut être discuté, mais effectivement, c'est une mesure, il y en a partout, il y en a plein, et les personnes en situation de handicap en bénéficient pour pouvoir être intégrées dans la fonction publique. Et en matière de recrutement, il y en a déjà depuis quelques années et la loi de transformation en a ajouté d'autres. On va d'abord revenir sur la base légale de l'accès des agents en situation de handicap avant de rentrer dans les différentes procédures qui nous permettent de voir ces éléments. Alors, tout d'abord, on peut peut-être citer l'article 5 du statut qui nous donne une première indication sur cet aménagement, cette compensation. Il pose la condition d'aptitude. Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, notamment s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique. L'article 5 qui donne tous les éléments pour avoir la qualité de fonctionnaire, et notamment cette condition d'aptitude physique exigée pour l'exercice de la fonction. Et l'article 5 poursuit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Ce qui veut dire qu'un agent en situation de handicap sera apte
s'il peut exercer ses fonctions compte tenu des possibilités que son employeur a d'aménager son poste, de compenser son handicap de différentes manières, sans être précis dans le statut. Et si, compte tenu de ces possibilités-là, il peut exercer ses fonctions. Donc, c'est donc ça la condition d'aptitude à laquelle on déroge un peu pour admettre les agents en situation de handicap. Oui, on y déroge en quelque sorte. Alors, dans le texte même de l'article 5, lui-même voilà, porte cette atténuation. Et en plus de cette atténuation dans le corps même de cet article 5 de la condition d'aptitude du fonctionnaire, on a un autre texte qui complète le dispositif. Hein, c'est l'article 6 du même titre, du titre 1, qui vient juste après, qui nous précise qu'on ne peut pas discriminer, notamment à raison du handicap ou de l'état de santé, un agent public dans le recrutement, comme dans l'avancement ou dans la notation. Je vous invite à consulter l'article 6 qui est très complet en la matière. Il va nous permettre de poser cette interdiction des discriminations à l'égard des agents publics, alors qu'ils soient fonctionnaires ou non titulaires, bien entendu, tous les agents publics que ce texte traite, même si dans le texte même, c'est une référence aux fonctionnaires, mais tous les agents publics sont concernés. Aucun candidat ne peut être écarté en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été, à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de la fonction, déclaré incompatible avec la fonction postulée. C'est ce principe de compensation qui n'a pas pour objet de permettre aux personnes handicapées d'accéder à un emploi et d'exercer des fonctions pour lesquelles elle n'est en réalité ni compétente, ni disponible, ni capable, mais en même temps, elle ne peut pas être discriminée pour ces raisons-là. Donc, ce sont donc les deux articles qui permettent de conditionner l'accès des agents en situation de handicap à la fonction publique. Alors, ce sont les deux premiers textes et j'ai réservé une petite surprise, c'est qu'il y en a un troisième qui le permet et qui, je pense, à mon sens, est important et que je vais citer à plusieurs reprises et que vous finirez par connaître par cœur, Fleur, à la fin de cette présentation. C'est l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 83, donc du titre 1 du statut exactement, qui vient juste après l'article 6. Et dans sa version applicable depuis la loi de transformation, il a été vraiment enrichi et il parle plus directement de l'aménagement des conditions de travail. Il énonce qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs prennent en fonction des situations concrètes, donc situations concrètes, c'est pour la diversité des handicaps, hein, prennent en fonction de ces situations concrètes-là les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'accéder à un emploi. C'est donc sur la base de ces différentes règles que plusieurs mécanismes sont mis en place pour compenser le handicap dans l'accès à la fonction publique. Exactement, on peut dire que ces trois articles-là sont le corps, la base légale de tous les dispositifs qui viennent après et qui permettent de décliner et d'apporter des nuances à l'étude du handicap, aux compensations apportées, etc. Et la loi de transformation a vraiment apporté sa pierre à l'édifice en la matière, hein, puisque elle a vraiment mis en place plusieurs procédures qu'on va voir après. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement dans l'accès à l'emploi, hein, on va le voir ensuite, mais on va peut-être pas brûler les étapes et on va d'abord voir l'étape du recrutement et les aides humaines et techniques qui sont accordées dans le cadre de l'accession à l'emploi public. Voilà, on va d'abord voir ça. Qu'est-ce que ça recouvre, les aides humaines et techniques, alors? Alors, les aides humaines et techniques, d'abord, je vais principalement parler des dérogations aux règles normales de déroulement des concours. On va voir après d'autres aides qui peuvent être faites, mais d'abord, ces dérogations aux règles normales de déroulement des concours, c'est vraiment un apport important, puisque jusque-là, hein, certaines administrations ne réservaient l'adaptation des épreuves de recrutement qu'au RQTH. D'autres administrations élargissaient sur la base d'un simple certificat médical sans demander la preuve d'une RQTH notamment. Ensuite, tous les handicaps ne sont pas tous identiques, ils ne nécessitent pas le même management. Donc, le réglementateur a décidé de prendre un décret, celui du 4 mai 2020, relatif à la portabilité et aux dérogations aux règles normales des concours, pour harmoniser l'ensemble de ces règles et pour prendre en compte toutes les situations et y apporter des réponses adaptées. Alors, ce décret 2020-523 du 4 mai 2020, on en reparlera après, parce qu'il organise ces règles dérogatoires qu'on va voir tout de suite, mais aussi la portabilité des équipements des agents en situation de handicap qu'on va voir après. C'est donc ce décret qui prévoit les modalités d'organisation de ces dérogations. Exactement, c'est ça. Il organise la procédure
la procédure qui, d'abord, le décret le dit très explicitement, une décision qui doit être prise par l'autorité, par l'administration, sur la base du certificat médical établi par un médecin agréé, bien entendu, et bien entendu également sous réserve de la proportion des charges, sous réserve que la charge de ces éléments-là ne soit pas disproportionnée. Je vous coupe quelques secondes, mais comment peut-on apprécier cette proportion des charges? Ah oui, bah c'est tout à fait, c'est un enjeu non négligeable pour les employeurs publics, puisque le principe des charges disproportionnées, c'est quelque chose qu'il est important de voir. Donc, très rapidement, on va peut-être en parler un petit peu là. Donc c'est une directive européenne du 27 novembre 2000, la directive 2078/CE, qui précise qu'afin de déterminer si les mesures en question donnent lieu à une charge disproportionnée, il convient de tenir compte de plusieurs éléments. D'une part, des coûts financiers qu'elle implique, cet aménagement, cette compensation, de la taille et des ressources financières de l'organisation de l'entreprise, c'est-à-dire l'impact sur l'organisation du travail qui est intégré, savoir si l'administration peut suffisamment absorber cette charge-là, et de manière globale, hein, ce n'est pas que financier, c'est aussi humain. Et ensuite, là, on prend aussi un troisième élément à prendre en compte, c'est la possibilité d'obtenir des fonds publics ou toute autre aide, notamment celle accordée pour le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Voilà, la charge disproportionnée s'apprécie au regard de ces trois éléments-là. L'article 6 sexies, hein, que j'ai cité juste avant, il prévoit également ces mesures, cette définition, hein, d'aménagement des conditions de travail, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Est-ce que le principe de l'appréciation de cette charge disproportionnée, c'est un peu clair pour vous Tout à fait. Et le certificat médical établi par le médecin agréé? Alors oui, justement, très, très bien, qu'on va pouvoir continuer comme ça sur le fil. En la matière, le décret du 4 mai 2020, il prévoit explicitement la forme que doit prendre le certificat, les délais, la nature des aides, etc. Donc, il doit être établi moins de 6 mois avant le déroulement des épreuves et il précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que les aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. D'ailleurs, je vais préciser à l'égard de ce certificat médical, l'autorité qui organise, hein, l'administration qui organise le concours, elle doit préciser dans la décision d'ouverture du concours la date limite de transmission du certificat, qui ne peut être inférieure à 3 semaines, nous dit le décret. Et après, le décret précise aussi que lorsque l'urgence le justifie, les aménagements peuvent être mis en place malgré le non-respect du délai prévu. J'imagine que chaque administration pourra apprécier l'urgence, pourra mettre en place un délai raisonnable euh, en bonne intelligence. Et maintenant, dès le lendemain de la parution de ce décret du 4 mai 2020 relatif à l'adaptabilité et aux dérogations, on a eu un autre décret qui vient mettre en place une autre procédure qui est celle de la titularisation à l'issue d'un contrat d'apprentissage. Je vous disais le lendemain, parce que c'est le décret du 5 mai 2020, alors qu'auparavant, c'était le décret du 4 mai 2020. Donc, le réglementateur a été très efficace pendant cette période de confinement. Et le décret du 5 mai 2020 est venu prévoir les modalités de titularisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi à l'issue d'un contrat d'apprentissage. Ce qui veut dire qu'un établissement public qui recrute un agent bénéficiaire d'obligation d'emploi en apprentissage peut le titulariser? Tout à fait, c'est exactement ça. À l'issue du contrat d'apprentissage, alors c'est à titre expérimental, hein, il faut le préciser quand même, donc pour une durée de 6 ans, c'est une possibilité de titulariser à l'issue d'un contrat d'apprentissage. Alors je précise tout de suite aussi, hein, une durée de 6 ans, titularisation, l'expérimentation de cette titularisation à l'issue d'un contrat d'apprentissage. À l'origine, c'était prévu pour 5 ans, hein, cette expérimentation. Mais la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a rallongé sa durée. Ce qui est bien évident, c'est que l'année 2020 est une année blanche pour beaucoup de situations, notamment pour la titularisation à l'issue d'un contrat d'apprentissage. On le verra un peu plus loin aussi, hein, l'expérimentation a été aussi rallongée dans un autre mécanisme. Donc voilà, c'est 6 ans d'expérimentation à compter
de l'apparition du décret, donc du 6 août 2019. Ça prend fin au 6 août 2025. Très bien. Mais des dispositifs dérogatoires de recrutement sans concours au bénéfice des agents en situation de handicap n'existaient-ils pas déjà dans la fonction publique? Ouais, vous êtes bien renseigné, Fleur. Effectivement, un dispositif dérogatoire de recrutement direct sans concours avait été créé dans les 3 versants de la fonction publique par une loi du 10 juillet 87, qui était initialement réservée aux catégories C et D. Cette voie d'accès spécifique avait ensuite été étendue aux catégories A et B par une loi de 95. Un décret en 2017, le décret du 17 mars 2017, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutants par la voie de l'ENA, permettait un meilleur accès à l'encadrement supérieur. Mais a priori, ces éléments-là étaient plutôt insuffisants parce qu'en 2018, le constat était que 3 personnes avaient été recrutées sur ce fondement-là. Donc, il y a d'autres dispositifs qui sont créés et notamment cette titularisation à l'issue d'un contrat d'apprentissage. Et si c'est à l'issue du contrat d'apprentissage, est-ce que l'administration prend la décision qu'elle va titulariser l'apprenti à l'issue du contrat ou est-ce qu'elle se réserve cette possibilité dès la signature? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il faut vérifier l'aptitude professionnelle de l'agent et des possibilités de renouvellement de son contrat d'apprentissage peuvent être faites. L'administration qui nomme l'agent prévoit dès le contrat d'apprentissage la possibilité qu'il soit titularisé et la décision d'autorité prévoit même le nombre d'emplois susceptibles d'être titularisés. À cet égard-là, on va voir maintenant la procédure en détail. Donc, comme je vous le précisais, bien entendu, c'est au moment du dépôt, c'est au moment de son entrée en apprentissage que l'apprenti a connaissance de sa possibilité, à l'issue du contrat, d'être titularisé. Donc, et ensuite, quand l'apprenti souhaite être titularisé, comment procède-t-il? Alors, il procède déjà, il introduit une demande dans le délai, il dépose sa candidature et il dépose sa candidature au regard de cette information individuelle dont il avait bénéficié par son autorité de recrutement ou par le maître d'apprentissage, de la possibilité d'être titularisé à l'issue de ce contrat d'apprentissage. Si vous voulez, je vous propose un schéma concernant le dépôt, spécifiquement le dépôt du dossier de l'agent qui souhaite être titularisé à l'issue de son contrat. Tout de suite, c'est que l'agent, il entre en apprentissage et à ce moment-là, à son entrée en apprentissage, il est informé de la possibilité d'être titularisé dès son entrée en apprentissage. Ensuite, s'il souhaite être titularisé à l'issue de son contrat d'apprentissage, il peut faire cette demande de titularisation au moins 3 mois avant le terme du contrat d'apprentissage. Et une fois qu'il a déposé cette demande, on a un nouveau délai. L'administration, elle, dispose d'1 mois pour proposer la titularisation de l'agent, de l'apprenti, du coup, dans un corps d'accueil. Une titularisation, et elle peut communiquer également plusieurs offres. À cet égard-là, elle peut donner une ou plusieurs offres pour un emploi qui correspond aux fonctions exercées durant la période d'apprentissage et qui peuvent être occupées par l'ancien apprenti à titre de première affectation. Ensuite, le candidat, il est informé qu'il doit transmettre son dossier sous 15 jours. Si aucune offre n'est faite, l'administration en informe bien entendu l'apprenti. Et que doit contenir le dossier de candidature? Alors, on va voir ça tout de suite, si vous voulez bien. Le contenu du dossier, c'est un contenu assez classique. Voilà, on a le CV d'une page au plus, avec parcours de formation, les compétences acquises, on a les titres et diplômes détenus, on a le document qui représente la motivation du candidat, bien entendu. Après aussi, ce qui est normal dans ce type de procédure, une copie du document qui permet de justifier l'appartenance à l'une des catégories des BOE. Et ensuite, le cas échéant, les justificatifs des activités professionnelles exercées et des certifications professionnelles détenues par l'agent, par l'apprenti. Donc, vous avez présenté la signature du contrat par l'apprenti et le dépôt de son dossier de demande de titularisation. Mais comment, de son côté, procède l'administration? Alors, c'est exactement ça ce qu'on a présenté pour le moment. Et maintenant, on va voir effectivement la procédure qui a été envisagée par les textes pour permettre à l'administration d'apprécier la qualité de l'apprenti pour qu'il soit titularisé à l'issue de son contrat. C'est l'autre partie de la procédure. Et une procédure de sélection, le décret a prévu cette procédure de sélection en plusieurs étapes, très précisément d'ailleurs.
il y a d'abord, au terme du contrat d'apprentissage, un avis de la commission de titularisation qui apprécie l'aptitude du candidat à être titularisé. Et si cette commission rend un avis, il appartient à l'autorité administrative qui dispose du pouvoir de nomination de prendre cette décision. Alors, sur l'avis de la commission de titularisation, elle se passe en 2 étapes. On a une première étape qui est sur un dossier et on a une deuxième étape qui est sur un entretien qui, nous dit le décret, ne doit pas excéder 45 minutes. Très bien. Et si l'administration suit cet avis, elle titularise l'agent immédiatement, du coup? Bien sûr, s'il en remplit, bien entendu, les conditions. Forcément, il pourra être titularisé. Alors, il pourra être titularisé au terme du contrat d'apprentissage, si le diplôme préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage est obtenu, bien entendu. Et si l'agent n'a pas encore obtenu son diplôme? Alors, s'il n'a pas encore obtenu son diplôme, il sera titularisé à la date d'obtention du diplôme. Si par contre, cette obtention du diplôme, si l'agent n'obtient pas le diplôme plus de 6 mois après le terme du contrat, il ne sera pas titularisé. Donc j'imagine qu'une fois titularisé, l'agent peut bénéficier de mesures d'accompagnement spécifiques, non? Alors oui, plusieurs même. D'abord, il est accompagné dans sa prise de poste et sa titularisation. Il bénéficie d'une formation d'adaptation à l'emploi dans l'année qui suit sa titularisation, en lien avec le référent handicap. Et puis, il bénéficie d'un accompagnement adapté en vue de favoriser son insertion professionnelle. Et si le statut particulier de son corps prévoit une période de formation en école de service public notamment, l'agent bénéficie de cette formation initiale. Donc il est soumis aux mêmes règles que les fonctionnaires lors de leur titularisation, avec un accompagnement supplémentaire. Est-ce qu'il est également soumis à un engagement de servir pendant une durée minimale, Alors, comme les fonctionnaires qui doivent effectuer une période de 5 ans après leur titularisation, sous peine de devoir verser une somme correspondant à une partie de leur scolarité? oui, effectivement. Alors, vous faites référence, c'est une bonne question, parce que vous faites référence à cette obligation de servir pendant une certaine durée au regard de la scolarité effectuée dans une école de service public. Et ben, les agents, les apprentis titularisés à l'issue de leur contrat d'apprentissage sont également soumis à cette obligation de service. Et d'ailleurs, la durée à laquelle ils sont soumis, elle s'applique à due proportion de la période de formation réalisée au sein de l'école. Et si je reprends votre exemple, un fonctionnaire qui doit occuper au moins pendant 5 ans son emploi après titularisation parce qu'il aurait accompli 1 an d'école, si l'apprenti est titularisé au terme d'une période de 6 mois d'école, il sera soumis à une obligation d'exercice minimale de la moitié des 5 ans, parce que c'est la moitié des 1 an, les 6 mois, soit 2 ans et demi d'obligation de service. C'est vrai que c'est une procédure très précise qui est mise en œuvre et comme vous le disiez, c'est une expérimentation. Vous pourriez rappeler la date de fin de cette expérimentation et éventuellement les modalités d'évaluation du dispositif? Bien entendu, je pense que c'est effectivement important de rappeler, parce que déjà, comme je vous le disais, l'expérimentation a été rallongée en raison de la période sanitaire. Et puis ensuite, c'est toujours bien de savoir jusqu'à quand on peut faire ça. Donc, c'est 6 ans à compter de août 2019. Et ensuite, il y a plusieurs bilans qui seront faits de cette procédure pour savoir si elle serait amenée à être pérennisée ou pas. C'est un test. Alors, bien entendu, il y a un bilan annuel des recrutements qui sera fait devant le comité social d'établissement, alors pour la fonction publique hospitalière, le comité social d'administration pour la fonction publique d'État et le comité social territorial pour la fonction publique territoriale. Ensuite, ce bilan sera intégré au rapport social unique et une évaluation finale sera présentée au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique. Son entrée en vigueur, c'est les personnes dont le contrat d'apprentissage a pris fin à partir du 1er juin 2020. À ma connaissance, je n'ai pas encore su si d'autres personnes avaient pu déjà bénéficier de cette procédure-là. Alors après, juste pour préciser sur une autre procédure, une autre modalité de recrutement,
Je Oui, vous ai coupé peut-être, mais excusez-moi. oui, c'était donc le dispositif de titularisation à l'issue du contrat d'apprentissage. Il existe alors d'autres modalités de titularisation, hein, de BOE sans concours? Oui, c'est ça, c'est ce que Mm. j'avais commencé à dire avant de vous couper, c'est que effectivement, il y a une autre titularisation qui existait déjà après recrutement sur contrat. C'est celle c'est l'article c'est celle donc, la titularisation après contrat. C'est toujours pour répondre aux mêmes conditions de compensation et d'accompagnement, hein. On a le recrutement d'un agent bénéficiaire de l'obligation d'emploi en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégorie A, B ou C. Euh, il a ce contrat sur une période qui correspond à la durée de stage qui est prévue par le statut particulier du corps dans lequel il souhaite être titularisé. Et comme je vous l'ai dit pour les apprentis, et comme on le verra aussi après pour d'autres modalités, notamment le détachement, ce contrat-là peut être renouvelé pour une durée qui n'excède pas la durée initiale du contrat, bien entendu. Et à terme, l'agent pourra être titularisé à l'issue du contrat s'il remplit les conditions d'aptitude et les conditions aussi d'appréciation de sa valeur professionnelle. Et toujours pour répondre aux mêmes conditions de compensation et d'accompagnement, il bénéficie d'une formation et d'un suivi personnalisé. Un rapport d'appréciation est pris à la fin de ce contrat et l'agent pourra être titularisé. Alors, les titres ou les diplômes du niveau d'études exigés des candidats au concours externe, bien entendu, c'est logique, il faut qu'ils puissent prétendre, qu'ils puissent détenir et justifier de ces diplômes-là. Et sa rémunération sera celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires du même corps. Voilà, donc là, on vient de voir un petit peu, on a fini avec la titularisation après recrutement sur contrat. Donc ça, c'est les mesures et les dispositifs qui permettent de compenser le handicap pour l'accès à la fonction publique. Il en existe aussi pour garantir à ces agents en situation de handicap d'être maintenus en fonction. Et si vous le voulez maintenant, Fleur, nous allons passer à ces modalités de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Donc ces dispositifs reposent toujours sur les articles 5 et 6 du statut que vous avez cités tout à l'heure? Toujours, c'est toujours les mêmes dispositifs. C'est la base légale, vraiment, c'est le fondement. C'est ces articles-là que vous devez connaître par cœur. Si vous voulez, d'ailleurs, je vais faire un rapide rappel. Je les écrit, je ne vais pas les relire, je ne vais pas vous demander de les citer. Mais voilà, c'est toujours le fondement légal. Donc, il s'applique non seulement à l'accès à l'emploi, comme je vous l'ai expliqué tout au début, mais aussi au maintien dans l'emploi. Alors, les articles 5 et 6, on les a vus, bien entendu. Et il y a aussi l'article 6 sexies, que je vous ai déjà cité tout à l'heure, qui est aussi au fondement de ce maintien dans l'emploi et qui précise, comme on l'a vu, que la qualité de fonctionnaire pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi est conditionnée aux possibilités de compensation de leur handicap et s'ils ne peuvent faire l'objet d'une discrimination en raison de leur état de santé ou de leur handicap. C'est une nouvelle fonction créée par la loi de transformation? Alors oui, vous parlez oui effectivement. Alors juste avant qu'on aille un peu plus loin, je voulais juste vous citer rapidement l'article 6 sexies et le fait qu'il permet de s'appliquer au maintien dans l'emploi comme il le fait pour le recrutement, puisque l'article 6 sexies, dans sa version applicable depuis la loi de transformation, parle du respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés. Et il précise que pour garantir le respect de ce principe, les employeurs ils prennent en fonction des situations concrètes les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'accéder à un emploi, mais aussi, et c'est là son implication au maintien dans l'emploi, de conserver un emploi correspondant à leur qualification. C'est cet article 6 sexies. Et je l'ai déjà répété plusieurs fois, je vais continuer à le faire encore à plusieurs reprises pour que ça rentre bien, puisque je cite l'article 5 et l'article 6, mais l'article 6 sexies, il a son importance vraiment. Et ce dispositif légal, ces trois articles-là ensemble, ils ont, en matière de maintien dans l'emploi, permis la création d'une fonction accessoire, mais qui est en fin de compte déterminante également dans le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est le référent handicap.
OK, et donc du C'est une coup, nouvelle, c'est une nouvelle fonction, voilà, qui a été créée, par la loi exactement. de la transformation. C'est ça. Oui, je pense que vous aviez vu la feuille suivante. Et effectivement, c'est cette nouvelle fonction Mmh. créée par la transformation. C'est un nouvel acteur du maintien dans l'emploi qui a toute son importance et qui va accompagner les agents sur leur parcours pour les aider à maintenir. Alors voilà, je vous citais l'article 6 sexies à plusieurs reprises sans l'écrire. Maintenant, je vais vous en montrer le contenu. Comme ça mettra un peu ça révélera un peu de suspense, ça lèvera le voile sur ce qu'il est, cet article 6 sexies. Il dit notamment, l'article 6 sexies du titre 1, que tout agent a le droit de consulter un référent handicap qui est chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière, de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Il accompagne donc les agents handicapés, enfin les agents en situation de handicap, à chaque étape de la carrière et à chaque fois qu'une décision doit être prise en ce qui concerne l'aménagement des conditions de travail de l'agent en situation de handicap. Donc ce n'est pas seulement un référent qu'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi vient voir quand il a un problème ou quand il veut parler. Non, effectivement, c'est ça, c'est qu'on pourrait penser que c'est un collègue ou que c'est une personne des ressources humaines, mais non, effectivement, le référent handicap ne se borne pas à un rôle de conseil et d'éclairage comme le ferait un collègue, hein. Il coordonne véritablement les actions de l'employeur. Et le texte, d'ailleurs, précise des moments clés de la carrière, hein. C'est l'accueil, c'est l'insertion, c'est le maintien. Et d'ailleurs, il doit aussi bénéficier d'une disponibilité suffisante et nécessaire et recevoir des formations, hein, pour envisager son rôle de coordinateur et d'accompagnateur. Euh, donc ce n'est pas un collègue lambda. C'est donc un agent choisi, en raison de ses connaissances ou parce qu'il traite, les dossiers en RH? Alors, pas nécessairement, hein. Déjà, je pense que ce qui est important de savoir, hein, c'est que la fonction de référent handicap, elle peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics. Donc, cette mutualisation est envisageable entre plusieurs établissements. Et ensuite, ça peut être un agent de la direction des ressources humaines, effectivement, c'est possible, hein. Dans ce cas, il a connaissance de certaines situations et des dossiers. Mais surtout, au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas vraiment un collègue, ce n'est pas vraiment un agent des ressources humaines, ça peut être ailleurs dans la structure. Mais il constitue surtout un peu de lien avec les agents. D'entre les deux, hein, ce n'est pas non plus un représentant du personnel, hein, c'est un nouveau type de fonction de conseil. C'est le référent déontologue aussi dans un autre domaine, hein. Il a été créé aussi pour se mettre ce lien à l'intérieur d'une administration. Voilà, donc c'est là ce rôle de référent handicap euh, qui permet tout au long de la carrière du fonctionnaire, tout au long de son emploi, de pouvoir ajuster certains éléments. Et je vous l'ai déjà dit, hein, en matière de titularisation des agents, des apprentis, le référent handicap est consulté. Et on va le voir dans les procédures qui vont venir après, à quel moment le référent handicap peut être associé. C'est pour ça que c'était important, là, tout de suite, de préciser un petit peu la définition de ce qu'est le référent handicap, etc. Et donc, après la mise en place de ce référent dans le cadre du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, qui peut étudier les besoins au cas par cas selon les situations, on a aussi les possibilités, dans l'absolu, d'aménager les conditions de travail de l'agent en situation de handicap. Alors, Pour rebondir sur le référent handicap mutualisé, en Hauts-de-France, nous avons, hein, une référente handicap mutualisée pour la fonction publique hospitalière, donc qui est Karine Delannoy, qui peut être contactée par n'importe quel petit établissement de la fonction publique hospitalière pour le maintien dans l'emploi ou l'insertion des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Voilà. ah oui, super. Et bah, voilà, comme ça, c'est une Et personne. voilà, elle participe à un webinaire. Donc, c'est une RHM, référente handicap mutualisée, en l'occurrence dédiée à la fonction publique hospitalière pour les petits établissements. Voilà. Ah bon, on la salue. Oui, Et elle nous écoute. donc, Madame Delannoy, c'est ça que vous dites. Et donc, Madame Delannoy, voilà. je remets le texte de l'article 6 sexies. Du coup, elle doit le connaître par cœur. Elle accompagne tout au long de leur carrière, elle coordonne, hein, et elle accueille, elle insère et elle participe au maintien des personnes en situation de handicap dans leur emploi. Et donc, elle est mutualisée Hauts-de-France Voilà. près de. Voilà. Merci pour cette illustration de la fonction de, de référent handicap. Voilà, donc comme je le disais, au-delà de cette fonction de référent handicap, hein, qui permet cette maintien dans l'emploi, au-delà du fait qu'une personne comme Madame Delannoy permet aux agents tout au long de leur carrière d'aller le plus loin possible en quelque sorte,
On a aussi d'autres procédures qui permettent, c'est les aménagements des conditions de travail, notamment les aménagements d'horaires qui sont au bénéfice des agents en raison de leur handicap. Alors bien entendu, c'est toujours dans la mesure de la compatibilité avec les nécessités du fonctionnement du service, ces charges proportionnées qu'on a vues tout à l'heure, c'est toujours en équilibre avec cette charge-là qu'on peut accorder ces aménagements d'horaire. Ces facilités d'horaire sont accordées à l'agent en raison de son handicap? Oui, elles sont accordées en raison de son handicap. Effectivement, c'est pour faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi, dans toute la mesure compatible avec le fonctionnement du service. Mais elles sont aussi accordées à sa demande au fonctionnaire en raison du handicap d'un de ses proches pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée qui peut être un conjoint, un concubin, un partenaire de PACS, un enfant à charge, un ascendant, ou même une personne qui est accueillie à son domicile et qui nécessite la présence d'une tierce personne. C'est le logique. Alors, ce sont toujours les mêmes principes de non-discrimination qui s'appliquent, ce que j'ai cité tout à l'heure, car un agent de la fonction publique, il peut être victime aussi d'une discrimination à raison de l'état de santé ou du handicap de l'un de ses proches. Et dans ce cas-là, on parle de discrimination par ricochet. Vous pouvez juste préciser, c'est qu'est cette forme de discrimination? Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas la forme la plus répandue, bien entendu. C'est pas... Mais bon, il faut y faire attention, surtout en matière d'aménagement d'horaire pour les personnes qui sont proches quelqu'un dans leur famille qui est en situation de handicap. C'est cette discrimination par ricochet, c'est un acte discriminatoire qui est commis à l'encontre d'un agent en raison d'une personne qui lui est proche et sur le fondement d'un critère prohibé, donc là, en l'occurrence, le handicap, donc, ou ça peut être aussi l'état de santé. Pour vous donner un exemple rapide, c'est la situation du fonctionnaire qui bénéficie d'un temps partiel de droit en raison du handicap de son enfant et auquel le fonctionnaire, l'administration ne lui accorde aucune facilité ou bien que sa charge de travail est identique aux agents à temps plein. Il faudrait considérer qu'il serait victime d'une discrimination par ricochet. Et au-delà des horaires de travail et de leur aménagement par l'employeur, ce dernier procède-t-il à d'autres formes d'aménagement, notamment après la publication de la loi de transformation? Oui, tout à fait. Il y a d'autres types d'aménagements. On en a plusieurs créations récentes. Et comme je vous l'annonçais, le décret du 4 mai 2020 sur la portabilité et la dérogation aux règles normales des concours n'a pas que mis en place cette dérogation aux règles du concours, mais a également mis en place la portabilité des équipements. C'est une grande nouveauté de la loi de transformation qui le permet. Alors, c'est toujours l'article 6 sexies du titre 1 qui le prévoit. Pour tout changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité, les administrations prennent les mesures appropriées permettant aux agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi de conserver leurs équipements qui contribuent à l'adaptation de leur poste de travail. C'est l'application des mesures appropriées. C'est dans le texte de l'article 6 sexies, c'est ces mesures-là, ces mesures appropriées dont on parlait tout à l'heure, elles peuvent se traduire par la portabilité des équipements. Alors, cette mesure, elle s'applique au moment du changement d'administration comme au changement de poste au sein d'une même administration. Donc, comment l'administration procède, qu'elle soit l'administration d'origine ou l'administration d'affectation? Alors oui, bien sûr, parce qu'effectivement, comme je le disais, si c'est un changement d'administration ou un changement de poste au sein d'une même administration, peut-être moins difficile quand c'est au sein d'une même administration, mais quand il y a deux administrations différentes qui sont qui sont entre les deux, c'est-à-dire une administration d'origine et une administration d'affectation, les modalités de mise en œuvre sont prévues par une convention entre ces deux administrations-là qui va prévoir la cession des équipements, le transport aussi, l'installation des équipements et la prise en charge des frais. Alors, c'est toujours le même principe. La portabilité et notamment la prise en charge de ces frais-là s'applique dans le cas où ces charges ne constituent pas un coût disproportionné pour l'administration d'accueil, bien entendu. Les administrations, si cette charge n'est pas disproportionnée, passent cette convention de portabilité. Peut-être que cette mesure permettra d'inciter les administrations à recruter des agents en situation de handicap, puisqu'en quelque sorte, leur poste sera déjà aménagé conformément à leur état de santé.
Exactement, c'est exactement ça. Ce dispositif, il permet d'éviter et même de prévenir une éventuelle discrimination au titre du handicap ou même sans parler de discrimination, il évite aussi qu'on soit réticent à ce recrutement puisque ça peut coûter cher de recruter une personne qui a besoin de tout plein d'installations. Et puis, on recrute quelqu'un avec tout son équipement pour lequel il est déjà reconnu comme étant efficace. On recrute quelqu'un dont le handicap et l'état de santé est déjà compensé, qui sera donc efficace et ça pose moins de réticence aux employeurs et aux managers dans le cadre de cette mobilité, de ce recrutement. Donc, c'est vraiment une mesure incitative, je pense, effectivement, de mettre en place cette portabilité. Est-ce que d'autres dispositifs de ce type ont été mis en place par la loi de transformation pour assurer le maintien dans l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi? Alors, il n'y en a pas d'autres mis en place par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, mais par contre, il y a certaines mesures qui demeurent, et d'ailleurs, l'une d'elles peut être rapprochée de celle de la portabilité des équipements, et c'est celle qu'on va voir tout de suite, c'est la priorité de mutation. Celle-là, ce n'est pas une réelle nouveauté dans la loi de transformation sur les priorités de mutation. C'est toujours le même dispositif que tout le monde connaît maintenant dans la fonction publique d'État, particulièrement, puisque c'est là où il se passe beaucoup de mutations. Il y a juste un changement avec la loi de transformation sur la terminologie, puisqu'on parle maintenant des fonctionnaires en situation de handicap, ceux qui ont cette priorité de mutation. Donc, d'une part, les agents qui sont séparés de leurs conjoints et d'autre part, les fonctionnaires qui sont en situation de handicap. C'est cette autre mesure, je la comparais à la portabilité en matière d'équipement, puisque du coup, ça reste dans le cadre de la mobilité des fonctionnaires et ça reste des mesures incitatives pour permettre aux agents en situation de handicap également de pouvoir aller s'enrichir dans d'autres administrations et pouvoir diversifier leur expérience et leurs compétences. Voilà. Alors après toutes ces règles de maintien, on peut aussi maintenant, si vous le voulez bien, faire aborder les règles qui permettent l'avancement des fonctionnaires. Donc après le recrutement et le maintien dans l'emploi, vous parlez désormais de l'avancement de carrière, c'est-à-dire la promotion des fonctionnaires en situation de handicap? Exactement, c'est ça. On peut d'ailleurs reprendre à nouveau, encore une fois, les fondements juridiques du recrutement et du maintien dans l'emploi. Je pense on m'a appris, et on me l'a répété il y a peu, la répétition, c'est ce qui permet de bien comprendre tous ces éléments. Donc, on a toujours l'article 5 qui pose cette base de l'attitude physique, compte tenu des possibilités de compensation. Et on a aussi l'article 6 de la non-discrimination qui permet la compensation de la situation de handicap, qui est aussi prévue pour l'avancement, bien entendu. Et toujours l'article 6 sexies que vous avez déjà abondamment abordé. Et c'est toujours cet article 6 sexies, je pense qu'il rentre dans l'esprit de tout le monde alors qu'il n'est pas écrit et qu'il est invisible, mais bien présent à l'esprit de tout le monde. Effectivement, cet article 6 sexies prévoit, je vous le rappelle, le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, et il précise toutes ces mesures appropriées pour permettre aux travailleurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'accéder, mais aussi de conserver, comme on vient de le voir juste avant, un emploi, et il implique aussi le développement du parcours professionnel et l'accès à des fonctions de niveau supérieur. Donc là, on parle plus d'avancement. Et ainsi aussi, il prévoit également le bénéfice d'une formation adaptée aux besoins des agents en situation de handicap tout au long de leur vie professionnelle. Et la loi de transformation a pris des mesures d'avancement des agents en situation de handicap sur cette base? Exactement, tout à fait, tout à fait. On va les voir donc maintenant tout de suite. C'est une procédure en particulier. C'est d'ailleurs encore un décret de mai 2020, du 13 mai 2020 cette fois-ci. On avait celui du 4 mai sur les règles dérogatoires d'accès au concours et concernant la portabilité des équipements. On avait celui du 5 mai sur la titularisation des apprentis. Voilà, je vous rappelle un petit peu ces deux types de dispositifs. Voilà, maintenant, on a celui du 13 mai 2020 qui a été pris moins d'une dizaine de jours après les deux premiers et qui concerne le détachement dans un corps de niveau supérieur. Alors, encore une fois, je vais beaucoup faire de parallèles entre cette procédure-là et celle de la titularisation des apprentis. C'est également un dispositif d'expérimentation qui est, lui, applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026. Alors, le
le principe, rapidement, du détachement, je vous le rappelle très vite, j'imagine que beaucoup le connaissent déjà, le détachement ou l'intégration directe, ou bien le détachement puis l'intégration directe, puisque c'est de ça aussi dont il s'agit là, s'effectue entre corps et cadre d'emploi appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, qui est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Alors, je vous rappelle aussi cette exception, puisque normalement, c'est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions, et cette exception de le prévoir au profit des agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, c'est encore une exception qui permet le respect de l'égalité de traitement pour aboutir à une véritable égalité de fait. Il est parfois utile et nécessaire de recourir à la création d'inégalités de droit. Voilà, c'est toujours de la discrimination positive. Vous avez appris par cœur la définition de la discrimination positive, en effet. C'est exactement ça. Donc maintenant, on peut voir, puisqu'on part tous sur la même base, ce qu'il en est de cette procédure qui permet ce détachement très spécifique. Alors, d'abord, le candidat au détachement, il doit justifier d'une durée de service public fixée par le statut particulier du corps de détachement pour l'accès au corps par la voie du concours interne, bien entendu. Donc, cette durée de service public, elle est fixée par le statut particulier. Et à défaut, s'il n'y a pas cette disposition, dans le cas, le statut particulier du corps de détachement ne fixe pas cette durée-là, le candidat il doit justifier de 10 ans, c'est forfaitaire en quelque sorte, 10 ans de service public dans un corps cadre d'emploi ou tout emploi pour pouvoir y prétendre. Alors ensuite, l'appel à candidature aussi, c'est quelque chose d'important. L'appel à candidature, il précise le nombre, le nombre d'emplois, la description aussi des emplois qui sont à pourvoir, la date prévue de détachement et la composition du dossier de candidature, ainsi que la date limite de dépôt des candidatures. Et comment l'agent demande ce détachement en tant que bénéficiaire de l'obligation d'emploi? Alors oui, effectivement, on va le voir tout de suite. Comment il introduit cette demande. Alors, son dossier de candidature, il a été prévu en annexe du décret du 13 mai 2020. Il est clairement prévu en détail. Il doit fournir, bien entendu, tout document qui justifie de sa qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, ce qui est la base pour ce type de procédure. Ensuite, bien entendu, voilà, comme pour tout type de recrutement, son identité, son affectation, son parcours de formation. Ensuite, bien entendu, il peut aussi fournir tout ce qui concerne la reconnaissance de son expérience professionnelle, son acquis de l'expérience professionnelle, ses principales compétences acquises lors des formations, ses expériences professionnelles, extra-professionnelles. Et d'ailleurs, en la matière, toute cette expérience professionnelle et extra-professionnelle, le décret a prévu que l'agent devait l'expliciter en 3 pages maximum. Le décret a prévu un nombre de pages maximum dans lesquelles l'agent va exposer son expérience professionnelle et extra-professionnelle, ainsi que les principales étapes de son parcours professionnel. Ensuite, il présente son projet professionnel. Également, le décret a prévu que la présentation de ce projet professionnel par le candidat serait faite en 1 page maximum. On ne peut pas faire plus, c'est le décret qui le prévoit, c'est le décret qui le dit. Et enfin, comme dans toute procédure de recrutement, le candidat motive son souhait d'intégrer un nouveau corps au cadre d'emploi de la fonction publique et d'y poursuivre son parcours professionnel. C'est encore très précis, les textes prévoient le nombre de pages maximum et la durée des entretiens. Ça ressemble beaucoup à la procédure qu'on a vue pour la titularisation des apprentis. Effectivement, et vous croyez pas si bien dire, puisque effectivement, dans la procédure de sélection, on a aussi, comme pour la procédure de titularisation des apprentis, on a cet avis d'une commission. Alors, c'était un avis de commission de titularisation. Là, c'est l'avis de la commission de détachement qui est étonnamment très précise. Alors, on avait le nombre de pages pour la candidature. Maintenant, on a la durée maximum des entretiens avec cette commission ad hoc qui va étudier en 2 étapes le dossier de l'agent, donc avec une première étape sur dossier et une deuxième étape avec un entretien qui n'excède pas 45 minutes. Donc, il est limité en pages, il est limité aussi en durée d'entretien.
Donc là, vous nous parlez de la sélection pour accéder au détachement. Comment ce détachement s'exerce-t-il? Alors voilà, tout à fait. On va voir maintenant comment ce détachement doit s'exercer. Alors d'abord, hein, on va peut-être étudier la durée de ce détachement. Alors, la durée de ce détachement, c'est de la même durée que le stage ou que la formation initiale prévue par le statut particulier. Si le statut particulier n'en prévoit pas, la durée du détachement est d'un an. Et si le fonctionnaire bénéficie d'un temps partiel, est-ce que c'est la même durée? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, si l'agent, si le fonctionnaire est un temps partiel, que ce soit de droit ou à sa demande d'ailleurs, hein, parce qu'on pourrait se poser cette question, puisqu'il y a des dispositifs, on va le voir après, hein, qui concernent les personnes en situation de handicap, la durée de son détachement, elle est augmentée à due proportion du rapport qui existe entre la durée qui résulte des obligations qui résultent de sa durée de service à temps partiel et de la durée qui résulte des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents qui travaillent à temps plein. Alors, par exemple, hein, ce sera clair peut-être pour vous, si un agent bénéficie d'un temps partiel de 50% et que la durée du stage qui est fixée par le statut particulier du corps de destination est d'un an, la durée de son détachement elle sera d'un an et 6 mois. Elle est augmentée à due proportion du rapport qui existe entre les 50% et la durée d'un an. Voilà. Euh, c'est tout simple. Alors, c'est peut-être pas les cas qui seront le plus rencontrés, mais je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit. Alors, dans le cadre de l'exercice de ce détachement, bien entendu, que je finisse sur cet exercice-là, en plus de la durée, l'agent peut bénéficier d'une formation préalable qui est celle de la formation initiale prévue par les statuts du corps de destination. Donc c'est une formation d'adaptation à l'emploi en raison de sa situation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, ou c'est une formation dont bénéficient tous les autres agents accédant au corps? Alors, vous faites très bien, Fleur, de distinguer entre les mesures de compensation dont bénéficient les bénéficiaires de l'obligation d'emploi en raison de leur qualité d'agent en situation de handicap, en raison de leur qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, et celles qui sont les formations qui sont prévues par les corps auxquels ils accèdent. Alors là, la formation préalable pour l'exercice du détachement, c'est une formation qui est prévue par le statut particulier du corps. Mais sa durée, après, bien entendu, elle peut être modulée en raison de sa qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Là encore une fois, le référent handicap, il peut préconiser cette adaptation pour tenir compte des spécificités du handicap de l'agent, de ses besoins de compensation. Et dans le cas où le statut particulier ne prévoit pas de formation, le fonctionnaire il bénéficie d'un accompagnement et d'une formation d'adaptation à l'emploi, également définie avec le référent handicap. D'ailleurs, à cet égard-là, on peut peut-être apporter une précision, hein, mais l'agent qui se soustrait à cette formation et qui ne justifie pas d'un empêchement reconnu valable, ni n'a donné suite à la mise en demeure qui lui a été faite d'assister à cette formation, son détachement prendra fin d'office. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition hein, sur le fait que le détachement de l'agent qui souhaite être détaché dans un corps supérieur peut prendre fin de différentes façons. Alors, d'abord, il y a une appréciation qui est faite hein, par la commission de détachement. C'est une aptitude à exercer les fonctions par ce rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique ou par le directeur de l'établissement de formation. Donc, c'est une appréciation particulière de l'aptitude professionnelle de l'agent qui est faite. Et si dans les statuts du corps de l'agent prévoit qu'un jury ou une instance de sélection se réunit au terme de la scolarité du stage, il y aura toujours ce jury qui sera composé et il lui sera adjoint une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc l'ensemble de cette procédure de détachement est donc faite pour, in fine, que l'agent soit intégré dans le corps supérieur. Exactement, c'est la commission de détachement qui rend cet avis favorable et après cet avis-là, l'agent pourra faire l'objet soit d'une intégration dans le corps, soit son détachement sera renouvelé, soit il sera intégré dans son corps d'origine. Et que se passe? Oui.
Oui, dites-moi. Et que se passe-t-il si l'agent n'a pas fait suffisamment ses preuves? Alors, dans ce cas, voilà, dans ce cas, il y a deux options qui sont ouvertes, hein. Soit l'administration, elle prononce le renouvellement du détachement parce que le fonctionnaire n'a pas encore fait la preuve de capacité professionnelle suffisante pour exercer les missions du corps de détachement. Ce renouvellement, il est prononcé pour la durée prévue par le statut particulier ou à défaut pour une période d'1 an. Et si jamais ce détachement est renouvelé, il bénéficie d'un entretien avec l'autorité d'emploi et avec le référent handicap, encore une fois, hein, pour procéder à une évaluation de ses compétences et identifier éventuellement les mesures d'accompagnement qui permettraient de favoriser son intégration dans le corps de détachement, son maintien dans l'emploi et d'éviter en quelque sorte ce nouvel échec de devoir renouveler ce détachement et à terme de ce renouvellement, lui éviter d'être réintégré dans le corps d'origine et lui permettre de réussir son intégration dans le corps supérieur. Alors ça, c'est le renouvellement. Ensuite, si jamais l'échec est constaté dès le premier détachement, l'administration peut prononcer sa réintégration dans son corps d'origine parce qu'il n'aura pas été en mesure de faire preuve des capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps de détachement. C'est donc une réintégration de plein droit dans son corps d'origine qui est prononcée par l'administration. Et de la même façon hein, que pour le renouvellement du détachement, l'agent bénéficiera d'un entretien en lien avec le référent handicap, encore une fois, sur les modalités de sa réintégration. C'est donc encore une procédure très complète. Et si je me permets de faire un nouveau parallèle avec la procédure de titularisation des apprentis, j'imagine que cette expérimentation a la même durée et est évaluée de la même façon. Exactement, exactement. Et elle a même pu être rallongée par la loi du 17 juin 2020, hein, qui est relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire. Alors, à une différence près, hein, celle de la titularisation des apprentis, elle a débuté l'expérimentation le 6 août 2019 et donc elle prend fin le 5 août 2025. Celle du détachement, elle a débuté au 1er janvier 2020, parce que ça a été prévu comme ça par le texte. Elle prendra donc fin, si je calcule bien, au 31 décembre 2025. Et donc, comme pour les apprentis, sa durée initiale était de 5 ans. Elle a été rallongée à 6 ans. Alors, en ce qui concerne hein, le bilan d'expérimentation, c'est de la même façon, vous avez raison, hein, que la procédure de titularisation des apprentis. Un bilan est présenté au comité social d'administration, au comité social d'établissement ou au comité social territorial selon le versant de la fonction publique dans lequel elle est mise en application. Et jusqu'au renouvellement général des instances, elle est présentée au comité technique, bien entendu. Alors le bilan, il est intégré au rapport social unique, effectivement, et il est transmis avant le 1er mars de l'année suivante au ministre de la fonction publique. L'évaluation finale, pour savoir si le dispositif peut être pérennisé ou si il doit rester à l'état d'expérimentation et prendre fin, il est présenté au plus tard 1 an avant le terme au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique. Alors, on en a fini avec l'avancement des bénéficiaires d'obligations d'emploi. Et si vous voulez maintenant, on va pouvoir étudier encore d'autres dispositifs dont peuvent bénéficier les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Le temps partiel de droit notamment. Et maintenant, Fleur, je crois que vous connaissez par cœur les articles 5 et 6. Sur le bout des doigts, Gaëtan, l'article 5 pose le principe de l'aptitude à l'emploi des fonctionnaires sous réserve de la compensation de leur emploi. Et l'article 6 interdit les discriminations. Et vous précisez à chaque fois l'article 6 sexies. Parfait, parfait. Ben, vous avez bien compris. Je crois qu'on pourrait s'arrêter là, mais non, on va continuer quand même un petit peu. Mais effectivement, les articles 5 et 6 définissent précisément ces éléments-là. Et l'article 6 sexies prévoit également, en plus de ça, que les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs d'accéder ou de conserver un emploi. Ce qui peut se traduire par un dispositif de temps partiel de droit. De droit, ce qui veut dire que l'administration ne peut leur refuser. Elle ne peut effectivement pas, alors dès lors qu'ils fournissent bien entendu hein, les éléments qui justifient leur état de santé et leur handicap et après avis du médecin de prévention. Est-ce que l'administration dispose d'un délai dans lequel la demande serait acceptée ou refusée? Alors, aucun texte ne fixe a priori le délai dans lequel la demande doit être préalablement formulée.
ni les pièces à fournir. On pourrait considérer que l'administration peut établir un formulaire de demande et une liste de pièces à fournir à l'appui de la demande. Est-ce que c'est si intéressant que ça pour un bénéficiaire, de l'obligation d'emploi? Alors, d'un point de vue de la compensation et de leur maintien dans l'emploi, bien entendu, l'octroi d'un temps partiel de droit, ça peut s'avérer nécessaire pour le maintien dans l'emploi, avoir ce lien social pour une personne en situation de handicap, mais aussi en matière de retraite, parce que le temps partiel de droit peut s'accompagner d'un dispositif de surcotisation. Alors que je définisse rapidement cette surcotisation. Alors d'abord, c'est ce versement en due de retenue, donc la cotisation de la part agent, qui est versée à un taux supérieur au taux normal. Je vais revenir après sur les taux, le taux normal applicable et le taux supérieur qui peut être appliqué en raison de cette surcotisation. Mais en tous les cas, c'est ça la définition de cette surcotisation auquel les agents peuvent demander à participer quand ils sont en situation de temps partiel. Alors la demande, elle doit être faite de l'agent au moment de sa demande de temps partiel ou bien au moment de son renouvellement, bien entendu. Et elle peut être appliquée, cette surcotisation, dans la limite du bénéfice de 4 trimestres supplémentaires pour l'ensemble de la carrière. Et c'est là qu'on voit l'avantage alors, c'est la limite du dispositif des 4 trimestres supplémentaires. Et cette limite-là, elle est relevée pour les agents en situation de handicap à 8 trimestres supplémentaires pour un fonctionnaire handicapé, dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%. C'est donc ça, peut-être, le bénéfice matériel, en quelque sorte, de ce temps partiel de droit pour les personnes en situation de handicap. Oui, effectivement, c'est donc là l'avantage pour un fonctionnaire en situation de handicap. Il peut doubler le nombre de trimestres dont il bénéficie pour l'ensemble de sa carrière par rapport à un fonctionnaire qui ne serait pas BOE. Exactement, et en plus, on peut peut-être apporter une précision, parce que ça fait quand même beaucoup, donc c'est intéressant, et en cas de renouvellement tacite, le choix de cette surcotisation, il doit intervenir avant la fin de la période de temps partiel qui a été précédemment autorisée. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est exactement ce taux selon la quantité de temps de travail hebdomadaire? Oui, bah, je vous l'avais promis, je vous l'avais annoncé, donc je vais vous le dire tout de suite. Effectivement, voilà les taux pour les agents qui, en fonction de leur quantité de temps de travail, peuvent se voir appliquer ce taux de surcotisation par année. Donc on applique donc ces taux au temps de travail, de l'agent. C'est ça, c'est ça. Le montant de la surcotisation correspond, pour un agent qui, par exemple, travaillait à 80% en 2020, on prend ces 15,56% à son traitement indiciaire brut, effectivement. C'est ça qu'on fait comme calcul. Vous nous avez présenté l'ensemble de la carrière du recrutement à l'avancement. Est-ce qu'il existe des dispositifs de radiation des cadres? Bien entendu, alors bien sûr, la loi de transformation de la fonction publique ne les a pas particulièrement modifiés, mais on a aussi puisque je vous l'avais dit au tout début, on voit la carrière de l'agent en situation de handicap, de son recrutement à sa radiation des cadres. Donc on va le voir tout de suite, la radiation des cadres, mais ce n'est pas forcément le dispositif qui a été profondément modifié par la loi de transformation de la fonction publique. Alors, ces mesures de compensation de radiation des cadres, c'est aussi une mesure de compensation, sont de deux types. Il y a le départ anticipé et la majoration. Donc, voyons maintenant le départ anticipé de l'agent en situation de handicap. Il y a deux conditions. Il y a une condition qui est liée à son taux d'incapacité. Donc, il doit être atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50% reconnue par la MDPH, c'est ça, RQTH qui va pouvoir définir, et une autre condition qui est liée à sa durée d'assurance, c'est une part minimale de durée de cotisation totale et de durée de cotisation en tant que titulaire de la RQTH selon son âge de naissance et son âge de départ, qui est pris en considération. Si l'agent remplit les conditions liées à son taux d'incapacité et celles liées à la durée d'assurance, il peut donc prétendre au départ anticipé?
Exactement, s'il remplit ces deux conditions, donc à la fois le taux d'incapacité d'au moins 50% et ensuite la durée minimale de durée de cotisation totale en tant que titulaire RQTH et dans sa carrière globale, il pourra bénéficier, en fonction de l'âge auquel il souhaite être radié des cadres, il pourra bénéficier de ce départ anticipé. Et s'il n'a pas pu renouveler sa RQTH ou qu'il l'a demandé trop tardivement dans sa carrière? Alors ça, c'est une très bonne question puisque je pense que c'est quelque chose que beaucoup peuvent se poser comme question, hein, puisqu'il arrive, hein, c'est surtout c'est des situations parfois en scène où des agents n'avaient pas demandé la RQTH puisqu'ils n'osaient pas affirmer devant leur employeur ou ils n'osaient pas demander à la MDPH cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc ça arrive parfois que des agents, ils aient un trou en plein milieu de leur carrière de RQTH, c'est-à-dire qu'ils ont commencé leur carrière, les 5 premières années, ils avaient une RQTH, ils ne l'ont pas renouvelée. Ensuite, pendant 10 ans, ils ne l'avaient plus et pendant 10 ans, ils l'ont eu à nouveau. Avec ce trou-là au milieu de leur carrière, ils ne peuvent pas prétendre à la part minimale de durée de cotisation en tant que titulaire de la RQTH. Et du coup, dans ce cas-là, il n'y a peut-être pas si longtemps que ça, la réglementation a mis en place une possibilité de reconnaissance des périodes d'incapacité compensées. C'est une commission qui a été mise en place auprès de la CNAV pour étudier le dossier de l'agent qui ne justifie pas de cette durée minimale. Alors, à une double condition qui peut s'avérer un petit peu stricte peut-être, mais l'agent doit justifier de 80% au moins d'incapacité et cette période de trou ne doit pas dépasser 30% de sa durée d'assurance pour pouvoir euh, soumettre son dossier à la commission placée auprès de la CNAV et donc pouvoir, par dérogation, bénéficier du dispositif de retraite anticipée au titre du handicap. Et vous pouvez nous donner un exemple? Bien entendu, alors je peux vous donner un exemple à l'appui d'un tableau, puisque je vous parlais des conditions liées au taux d'incapacité et des conditions liées à la durée d'assurance. Maintenant, à ce moment-là, je vous présente ce tableau de cette durée d'assurance qui est peut-être un petit peu opaque, mais si on prend un exemple précis, par exemple, une personne qui est née en 1964, qui souhaite partir à l'âge de 57 ans, elle devra justifier d'une durée d'assurance totale de 109 trimestres et d'une durée d'assurance de 89 trimestres en tant que titulaire de la RQTH pour prétendre à départ anticipé. Et s'il ne veut pas partir avant l'âge prévu, mais seulement avoir une retraite plus importante? Alors, il le peut également, effectivement, c'est une mesure qui est aussi prévue par la réglementation depuis quelques temps maintenant, et ce n'est pas non plus la loi de transformation qui l'a impacté véritablement, mais c'est la possibilité de bénéficier d'une majoration de la pension au titre du handicap. Alors, ce sont les mêmes conditions hein, que le départ anticipé, une condition d'assurance en tant que titulaire de la RQTH et une incapacité d'au moins 50%. Euh, Vous pouvez nous donner un exemple de calcul? Bien sûr, bien sûr. Je vais vous donner tout de suite la formule même, comme ça ce sera peut-être presque un peu plus clair. C'est on multiplie un tiers par la durée des services accomplis au taux d'incapacité d'au moins 50%, par la durée des services et bonifications qui sont prises en compte dans le calcul de la pension. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire qui justifie de 20 années de service avant de bénéficier d'une RQTH à plus de 50%, qui ensuite effectue 15 années en tant que titulaire de la RQTH. Il totalise donc 140 trimestres. Ce qu'on fera, c'est qu'on multipliera par un tiers la durée des services accomplis en tant que RQTH, divisé par la durée de tous les services et bonifications qui sont pris en compte, et on obtiendra un taux qui nous permettra, arrondi au centième le plus proche, d'apporter une majoration à la pension de l'agent au titre du handicap. On a donc parcouru l'ensemble des avantages réservés aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi durant leur carrière. Exactement, en tout cas jusqu'à l'apparition de nouveaux textes. On a à peu près tout parcouru rapidement en 1 heure et demie, je crois. Mais peut-être, en tout cas dans les derniers jours, j'en ai pas vu d'autres. Donc peut-être qu'on pourra se retrouver à nouveau sur d'autres dispositifs dans un an. Je l'espère. Alors peut-être que nous pourrions